Avez-vous l'impression que peu importe vos efforts, votre esprit est plus dispersé que jamais? Et si je vous disais que la promesse de travailler plus dur et d'être toujours occupé est en réalité la cause de votre épuisement? Dans cette vidéo, nous allons explorer un dilemme qui définit la vie moderne en 2025, la crise de l'attention. Nous allons voir comment un ancien secret coréen pourrait être la clé d'un esprit plus serein, plus productif et surtout concentré sans effort. Nous vivons à l'ère de l'auto-exploitation. Le philosophe coréen Byung-Chul Han l'explique ainsi. L'ancienne société disciplinaire des devoirs et des interdictions a été remplacée par une société du rendement. Ce n'est plus un patron externe qui vous oblige à travailler. Vous êtes devenu votre propre contremaître, poussé par l'impératif de pouvoir faire toujours plus et plus. Cette fausse liberté nous conduit à l'épuisement chronique, à ce que l'OMS appelle le burn-out. C'est une fatigue de l'âme qui nous rend cyniques, inefficaces et déconnectés. La culture de l'agitation n'est pas seulement une mode, c'est la manifestation directe de ce problème. Elle glorifie le travail incessant et le sacrifice personnel comme seule voie vers le succès. Le résultat est un paradoxe. Plus nous nous efforçons, moins nous sommes créatifs et productifs à long terme. C'est une fatigue profonde, un épuisement qui nous isole du monde et de nous-mêmes. Et à cette auto-exploitation s'ajoute un nouvel ennemi, le tsunami numérique. Un décrit comment le monde s'est dématérialisé et nous sommes devenus ce qu'il appelle des infomaniaques, des personnes accros à l'information. Le smartphone n'est pas qu'un outil, mais un infomate, un objet de culte de la domination numérique qui nous bombarde de stimuli constants. Les chiffres sont clairs, près de 40% des professionnels reçoivent entre 61 et 200 courriels par semaine. En moyenne, nous perdons près de 11 heures hebdomadaires à la gestion improductive de nos boîtes de réception. Et 69% d'entre nous ne consomment même plus les nouvelles directement à la source, mais le font via les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, alimentant ce cycle de fragmentation de l'attention. Ce tourbillon numérique ne fait pas que nous distraire, il détruit notre capacité de contemplation. Il anéantit la possibilité de l'attention profonde, qui exige un temps lent et long. C'est pourquoi l'âme ne prie plus, métaphoriquement parlant. Elle a perdu sa capacité à se connecter de manière significative avec le monde et les autres. Il en résulte un état d'hyperactivité constante qui nous éloigne d'une vie de permanence et de durée. Tel est le diagnostic. Mais existe-t-il une solution? Y a-t-il un moyen d'échapper à cette cage d'auto-exploitation et de bruit numérique? Si la société de performance est le problème, où trouvons-nous la solution? La réponse réside dans une tradition millénaire, le Sohong coréen. Sohong est le nom coréen du bouddhisme zen, une pratique qui a été introduite en Occident au XXe siècle par un maître charismatique nommé Seung San. Il était le 78e patriarche de sa lignée et son style d'enseignement était si direct que sa sagesse fut facilement adoptée par un public occidental. Mais le Sohong coréen est subtilement différent des autres traditions, comme le zen japonais. Il est plus strict dans sa discipline, maintenant notamment le célibat monastique. Et au lieu de longues périodes de méditation silencieuse, il met l'accent sur l'interaction constante entre le maître et l'étudiant, souvent par le biais d'énigmes paradoxales, connues sous le nom de koan. Peut-être la différence la plus importante est celle qui s'entrelace avec la culture coréenne. Contrairement à la vision individualiste que nous avons parfois de la méditation en Occident, le Sohong coréen est profondément lié au concept de Gyeong. Le Gyeong fait référence aux liens émotionnels et psychologiques qui unissent les personnes. La pratique ne recherche pas la libération personnelle solitaire. Au contraire, en se libérant de l'idée du moi, l'individu prend conscience de son interconnexion avec tous les autres êtres. Le Gyeong est la manifestation culturelle de ce principe, un sentiment de camaraderie qui transcende l'individualisme. Et le cœur de cette philosophie est le principe du Jongjeongdong, qui se traduit par la quiétude dans le mouvement. Nous avons tous entendu parler de l'état de flow, ce moment où vous êtes si absorbé par une tâche que vous perdez la notion du temps et mettez de côté les distractions. C'est le saint graal de la productivité occidentale. Mais l'état de flow, bien que gratifiant, a un côté sombre. Il peut devenir addictif, vous menant à une passion obsessionnelle et à l'épuisement chronique. L'accro au flow recherche la récompense neurochimique et peut négliger ses relations, son repos et son bien-être. C'est une recherche de performance pour la performance elle-même. Mais le Jongjeongdong est autre chose, il n'est pas recherché. Il découle de la pratique continue de la lucidité calme et du principe de non-dualité qui transcende la pensée binaire. L'objectif n'est pas de se perdre dans la tâche, mais d'être pleinement présent en elle, sans attachement au résultat. Ce n'est pas un état de compulsion, mais de contrôle détendu. Alors que le flow peut mener à l'auto-exploitation, le Jongjeongdong offre une voie plus durable. Il ne s'agit pas d'une recherche effrénée d'un pic de performance, mais du résultat naturel d'une pratique constante qui vous ramène à un état de calme et de concentration durable. C'est la différence entre une astuce de productivité et un chemin de vie. Jusqu'à présent, nous avons diagnostiqué le problème et découvert la philosophie. C'est le moment de l'action. Ce chapitre est votre manuel pratique.
Il ne s'agit pas d'ajouter plus de tâches à votre vie, mais de transformer celles que vous avez déjà. Votre concentration pour le jour suivant se décide la nuit précédente, et la qualité de votre matinée détermine le reste de votre journée. Commençons par le rituel matinal. Pour la plupart, la journée commence par le bombardement des notifications et le multitâche, parfois avant même de sortir du lit. La philosophie Soleron propose une rupture radicale. Au lieu d'une attaque numérique, elle vous invite à un étirement conscient au réveil. Bougez doucement vos bras, votre cou, vos jambes. C'est une façon de réveiller votre énergie vitale et de vous ancrer dans votre corps. Ensuite, la pratique la plus simple, le petit déjeuner. Au lieu de manger en consultant vos courriels, prenez votre petit déjeuner de manière minimaliste, comme un acte de tâche unique. Sentez l'aliment, mâchez lentement. Cet acte simple, fait avec une pleine attention, entraîne votre esprit à se concentrer durablement pour le reste de la journée. Même le nettoyage matinal n'est pas qu'une simple tâche, c'est un acte qui vous ramène à votre tête à le plus authentique et vous ancre dans la réalité physique, vous éloignant de l'abstraction numérique. Mais la concentration n'est pas quelque chose que l'on fait une fois pour l'oublier. Elle nécessite des pauses, elle exige l'art du non-faire. La culture de l'agitation nous dit que le repos est improductif. Mais la philosophie Sohon rejette ce mythe. C'est là qu'intervient Myung-Song, la méditation expérientielle. Contrairement à la méditation traditionnelle qui exige immobilité et silence, le Myung-Song s'intègre dans votre quotidien. Pensez aux tâches routinières, faire la vaisselle, balayer le sol. Celles-ci deviennent une pratique de pleine conscience. En sentant le poids de l'objet, le contact de l'eau, le rythme de votre mouvement, vous faites taire le bruit interne et entraînez votre concentration sur le moment présent. C'est le Jongjeongdong en action, trouver le calme mental au milieu du mouvement physique. Enfin, la clôture de la journée. Le succès à long terme n'est pas possible sans un repos réparateur. Le Sohn nous rappelle que le mythe selon lequel on peut réussir sans se reposer est un mirage. Avant de dormir, prenez une pause de gratitude pour les expériences de la journée et en rentrant chez vous, adoptez un rituel symbolique comme la pratique coréenne de retirer ses chaussures avant d'entrer. C'est un acte de garer la vie frénétique à la porte, laissant les problèmes derrière soi et libérant votre esprit pour un repos réparateur et une concentration plus nette le lendemain. La concentration sans effort ne consiste pas à travailler plus dur, mais à vivre plus consciemment. Ce n'est pas une astuce de productivité, mais un changement dans la manière d'habiter votre vie. Si le Jongjeongdong est la philosophie, la neuroscience moderne nous offre la carte détaillée de ce qui se passe réellement dans votre cerveau lorsque vous pratiquez la quiétude dans le mouvement. Ce chapitre va vous révéler pourquoi la méditation n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais une reconfiguration littérale de votre architecture cérébrale. Pendant des décennies, nous avons cru que le cerveau adulte était statique, comme une machine fixe qui ne pouvait être modifiée. La neuroscience du XXIe siècle a démoli ce mythe. Votre cerveau est malléable comme de l'argile, et chaque moment de pleine conscience le remodèle au niveau structurel. Sarah Lazar, neurobiologiste à Harvard, a démontré qu'en seulement 8 semaines de pratique de mindfulness, le cerveau subit des changements mesurables. Ce n'est pas de la suggestion ou un effet placebo, c'est de l'anatomie réelle. L'épaisseur du cortex préfrontal, la région responsable de la prise de décision consciente, augmente. L'hippocampe, centre de la mémoire et de l'apprentissage, s'épaissit. Et crucial pour échapper à l'épuisement chronique, la taille de l'amygdale, le radar des menaces qui nous maintient en état d'alerte permanent, diminue. Mais il y a une découverte encore plus révolutionnaire, le réseau du mode par défaut, Default Mode Network ou DMN en anglais. Ce réseau neuronal s'active lorsque vous n'êtes concentré sur rien de précis, lorsque votre esprit vagabonde. C'est le bruit de fond constant des pensées sur vous-même. Que vont-ils penser de moi? Pourquoi ai-je dit ça? Je dois faire 1000 choses demain. Ce réseau consomme entre 60 et 80% de l'énergie cérébrale totale, vous maintenant dans un état d'auto-exploitation mentale constant. Les méditants expérimentés montrent une activité du DMN significativement réduite. C'est comme s'ils avaient trouvé l'interrupteur pour éteindre le bavardage mental incessant. Selon la chercheuse Judson Brewer, c'est la différence entre être le protagoniste obsessionnel de votre propre roman mental et être l'observateur tranquille de l'expérience. La dopamine, cette molécule qui impulse la recherche constante de gratification, est également affectée. Nos appareils numériques ont piraté ce système ancestral de récompense. Chaque notification, chaque like, chaque défilement infini libère de petites doses de dopamine qui créent une tolérance. Comme dans toute addiction, vous avez besoin de plus de stimulation pour obtenir la même satisfaction. Le résultat est un esprit qui ne peut rester immobile, qui recherche constamment la prochaine distraction. La pratique du Seon coréen travaille dans la direction opposée. Au lieu de chercher la récompense externe, elle entraîne le cerveau à trouver satisfaction dans la présence pure. Le cortex singulaire antérieur, responsable du contrôle attentionnel, se renforce. La connectivité entre le cortex préfrontal et l'amygdale s'améliore, créant un circuit de régulation émotionnelle plus efficace. Une étude fascinante de l'Université Toronto a montré qu'après seulement 4 jours de pratique de mindfulness, les participants ont significativement amélioré leurs tests d'attention soutenue et de mémoire de travail. 4 jours.
Votre cerveau est plus adaptable que vous n'imaginez. La transformation n'est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi structurelle. La matière grise, composée principalement des corps neuronaux, augmente en densité dans les zones clés. La matière blanche, qui connecte différentes régions cérébrales, devient plus efficace. C'est comme si vous mettiez à jour à la fois le hardware et le software de votre esprit. Cette évidence scientifique valide ce que les maîtres Sohon savent depuis des siècles. L'esprit peut être entraîné, affiné et libéré de ses schémas destructeurs. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la neuroplasticité appliquée consciemment pour échapper à la cage de l'auto-exploitation moderne. Si le mindfulness occidental est comme apprendre à nager en eau calme, le Hawattu coréen est comme surfer sur des tsunamis. C'est la pratique la plus directe et la plus radicale du bouddhisme Sohon, conçue non pour vous détendre, mais pour vous catapulter au-delà des limites de la pensée conceptuelle. Hawattu se traduit par la tête de la parole, ou le point où la parole s'épuise. C'est une courte phrase qui devient votre compagnon constant. Qu'est-ce que ceci? Qui suis-je? Qui est en train de répéter le nom du Bouddha? Mais ce n'est pas une question qui attend une réponse intellectuelle. C'est un koan vivant que vous portez avec vous 24 heures sur 20. Le maître Shinul, figure fondatrice du Sohon coréen, a décrit le Hawattu comme un dispositif de purification qui filtre la pensée conceptuelle conventionnelle. Contrairement aux koans japonais, qui sont souvent résolus lors de rencontres formelles avec le maître, le Hawattu est une investigation personnelle continue qui transcende la séparation entre méditation formelle et vie quotidienne. La technique comporte 3 phases progressives. Premièrement, récitez le Hawattu. Vous répétez la phrase mentalement jusqu'à ce qu'elle devienne aussi naturelle que la respiration. À ce stade, la phrase s'ancre dans votre conscience comme un mantra, mais sans intention de créer un état de transe. Deuxièmement, demandez le Hawattu. La phrase se transforme en une question véritable, urgente, qui émerge du plus profond de votre être. Troisièmement, enquêtez sur le Hawattu. C'est là que la magie opère. La question devient si intense qu'elle transcende le besoin de réponse et vous catapulte vers ce que les maîtres appellent le grand doute. Le grand doute n'est pas du scepticisme intellectuel. C'est un état d'ouverture totale, une suspension complète de toutes les références connues. Comme le décrit le maître Ashuyun, c'est comme être au bord d'une falaise de 100 mètres de haut où vous ne pouvez ni avancer ni reculer. Dans cet état, l'esprit conventionnel, avec tous ses schémas d'auto-exploitation, s'effondre tout simplement. Ce qui est révolutionnaire avec le Hawattu, c'est qu'il se pratique pendant toute activité quotidienne. Pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous marchez au travail, pendant que vous avez une conversation. Vous n'avez pas besoin d'un coussin de méditation, ni d'un temple silencieux. La question « qu'est-ce que ceci ?» devient la toile de fond constante de votre expérience, transformant chaque moment en une opportunité d'éveil. Cette pratique est particulièrement puissante contre la culture du multitasking, qui détruit notre capacité de concentration profonde. Lorsque votre esprit se disperse parmi 1000 stimuli numériques, le Hawattu fonctionne comme une encre qui vous ramène au moment présent, encore et encore. Mais ce n'est pas un retour passif, c'est une investigation active et pénétrante. Le Hawattu fonctionne aussi comme un antidote à la rumination obsessionnelle qui caractérise la société de la fatigue. Lorsque votre esprit commence son dialogue interne destructeur, la question « qui est en train de penser cela ?» coupe à la racine l'identification avec la pensée. Vous ne supprimez pas les pensées, vous les investiguez jusqu'à ce qu'elles révèlent leur nature vide. Pour mettre en œuvre le Hawattu dans votre vie moderne, commencez par « qu'est-ce que ceci ?» Pendant des activités simples. Pendant que vous buvez votre café matinal, au lieu de regarder votre téléphone, demandez-vous sincèrement « qu'est-ce que ceci ?» Ne cherchez pas de réponse conceptuelle. Maintenez la question vivante, présente, comme une flamme qui illumine l'expérience immédiate. La clé est la persistance sans forcer. Comme l'enseigne le maître Seong-san, simplement ne pas savoir, simplement garder l'esprit de question. Ce n'est pas un exercice intellectuel ni une technique de relaxation. C'est une façon radicalement nouvelle d'habiter votre expérience, où la question constante maintient l'esprit dans un état de fraîcheur perpétuelle. Le Hawattu est l'expression la plus raffinée du Yongjongdong, une quiétude parfaite dans un mouvement constant. Un esprit qui demande constamment « qu'est-ce que ceci ?» ne peut pas tomber dans le pilotage automatique, ni se perdre dans l'auto-exploitation. Il est toujours présent, toujours éveillé, toujours libre.